Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est vendredi 26 mai et nos chers amis Larry Johnson et le colonel Wilkerson sont avec nous. Bienvenue à nouveau. Salut, ravi de te rencontrer. Je vais commencer, Larry, par ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. D'abord, il y a eu ce pétrolier américain qui a tenté de traverser le détroit d'Ormuz et que l'Iran a visé. Ils ont tiré, semble-t-il, des missiles de croisière en direction du navire, des missiles d'avertissement, en quelque sorte. Mais hier soir, on a appris que les États-Unis, avec 4 navires de guerre, avaient essayé d'entrer dans le détroit d'Ormuz et que les Iraniens avaient réagi de la même manière. Ensuite, il y a eu l'attaque américaine sur la ville de Bandar Abbas, près du golfe Persique, suivie de la riposte iranienne contre la base américaine au Koweït. Et malgré tout ça, de l'autre côté, Donald Trump essaye de nous faire croire que tout va bien. Nous allons parvenir à une forme d'accord. Même J.D. Vance a dit la même chose hier. Il y a quelques instants, juste avant de venir en direct, voici ce qu'a tweeté le président du Parlement iranien. Il dit 3 choses, 3 points dans son message. Premièrement, nous obtenons des concessions, non pas par le dialogue, mais par les missiles. Dans les négociations, nous ne faisons que leur faire comprendre. Nous n'avons aucune confiance dans les garanties ou les paroles. Seules les actions comptent. Aucune action ne sera entreprise avant que l'autre camp n'agisse. Le gagnant de tout accord, c'est celui qui sera le mieux préparé à la guerre le lendemain. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que vous sentez qu'il y a la moindre perspective de négociation, de discussion ou de paix? Quelle est votre lecture? Oui, non, les États-Unis sont étrangement silencieux en ce moment. Et remettons ça dans le contexte du temps. Moi, je situe ça à environ 12 heures en arrière, donc il était 10 heures du soir, ce qui correspond au petit matin en Iran, et il ne s'est rien passé. 24 heures plus tôt, c'est ce que vous venez de décrire. Les 4 navires ont essayé de traverser le détroit, et l'Iran les a arrêtés. Là encore, on ne sait pas s'ils ont tiré des missiles directement sur les navires, mais en tout cas, ça les a stoppés. Et en réponse à ça, les États-Unis ont riposté. Ils ont largué quelques bombes, mais apparemment, rien d'important n'a été touché. Cependant, l'Iran a tiré un missile en guise d'avertissement sur la base aérienne au Koweït, d'où étaient partis ces vols, ces patrouilles aériennes de combat. 24 heures plus tôt, un navire similaire avait tenté de passer discrètement. L'Iran l'a intercepté. Dans cet incident-là, les États-Unis ont tué 4 marins à bord de petites embarcations. Donc en réalité, ils ont frappé des cibles iraniennes. Si on regarde la séquence des événements, le premier jour, c'était très agressif. Ils ont frappé et tué des Iraniens. Le deuxième jour, ils ont tiré, mais sans faire de victimes iraniennes. Et maintenant, depuis 12 heures, les États-Unis n'ont pas réagi du tout. Pour moi, ça montre qu'il se passe quelque chose. L'Iran a fait passer un message aux États-Unis. Et je pense que la combinaison de ce missile tiré sur le Koweït, parce qu'ils avaient prévenu les États-Unis, on va détruire cette base aérienne si vous continuez. On ne va pas rompre le cessez-le-feu, mais si vous poursuivez vos attaques et vos provocations, on va frapper cette base. Eh bien, à la suite de ça, on a vu, pour l'instant en tout cas, je ne sais pas si c'est durable ou seulement temporaire, un arrêt des missions offensives américaines contre l'Iran. Les positions de l'Iran ont été très très claires et elles ont été contredites hier par ce qu'a dit Donald Trump. L'Iran veut la levée immédiate des sanctions et il veut que ses avoirs soient débloqués. Hier, Trump a dit « Non, non, il n'y aura aucun allègement immédiat des sanctions et on ne va rien débloquer du tout. L'Iran va garder le contrôle du détroit d'Ormuz. » Et Trump répond « Non, non, ils ne le feront pas. »
Donc, cette idée qu'on serait tout près d'un accord, si ce que dit Trump reflète vraiment la position des États-Unis, alors on en est très loin. Mais les États-Unis reviennent sans cesse sur la question nucléaire. L'Iran, lui, a dit que ce sujet serait abordé plus tard, pas maintenant. Ce qui est à discuter maintenant, c'est la levée des sanctions, le retour des avoirs gelés, le maintien du contrôle du détroit d'Ormuz, et surtout que cette guerre contre les Palestiniens et les Libanais s'arrête immédiatement. Carl, eh bien, je pense que Larry a plutôt bien décrit la situation. J'ajouterai simplement que son dernier point, celui sur lequel les Iraniens sont catégoriques, n'arrivera pas. Bibi y va à fond, et on dirait qu'il pourrait même viser tout le Liban avant que tout ça soit terminé. Il y a déjà des gens à Beyrouth qui crient et protestent parce qu'il attaque avec des moyens aériens qui, clairement, ne sont pas du Hezbollah. Et si c'est vraiment du Hezbollah, il faut sacrément tordre les faits pour le prouver. Donc pour moi, c'est ça le grain de sable tactiquement sur le terrain. Bibi Netanyahou, lui, n'en tient absolument pas compte. Mais le vrai problème, je pense, Larry l'a évoqué peut-être de façon indirecte, mais il l'a quand même évoqué, c'est que si on a la moindre activité diplomatique en cours, même par l'intermédiaire de pays tiers, comme Oman, le Pakistan ou d'autres, si on en a vraiment une, comment peut-on la mener de façon cohérente quand Donald Trump fait sans arrêt des déclarations publiques qui sont probablement complètement déconnectées de ce que font sur le terrain ces intermédiaires dans leurs manœuvres diplomatiques? On se retrouve avec une personne qui dit une chose, pendant que sur le terrain, d'autres échangent des informations, construisent une position sur un sujet précis, par exemple le détroit d'Ormuz, et tout à coup, Donald Trump sort et condamne Oman, ou fait un autre geste tout aussi aberrant. Comment voulez-vous mener une diplomatie cohérente quand votre principal diplomate, et c'est bien ce que le président est censé être, au fond, passe son temps à faire ce genre de déclarations? Ils sont déconnectés de la réalité et sans doute, la plupart du temps, déconnectés aussi de la diplomatie, qu'elle soit menée par des tiers ou autrement. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Franchement, je ne comprends pas. Est-ce que c'est juste pour maintenir une telle confusion que finalement Bibi puisse faire ce qu'il veut, quand il veut? Maintenant, il a étendu ses opérations à Gaza et il y va à fond, encore une fois, à Gaza. Et il parle de... C'était la une de Haaretz ce matin. Il parle de 70%. Comment peut-on prendre 70% du Liban et rester à proximité du fleuve Litanie? C'est insensé. Vraiment insensé. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et je pense que ça reflète la désespération de Trump. Je crois qu'il ne sait pas comment sortir du pétrin dans lequel il s'est mis, mais il a au fond de lui cette conviction qu'il doit le faire. Ce message vient tout juste d'arriver de Donald Trump. L'Iran doit accepter de ne jamais posséder d'armes ou de bombes nucléaires. Le détroit d'Ormuz doit être immédiatement rouvert, sans aucun péage, pour permettre une circulation maritime libre dans les deux sens. Toutes les mines sous-marines, bombes ou autres engins, s'il en reste, seront neutralisés. Nous en avons déjà fait exploser un grand nombre grâce à nos formidables dragueurs de mines sous-marins. L'Iran devra procéder sans délai à l'enlèvement ou à la destruction des quelques mines restantes. Les navires bloqués dans le détroit à cause de notre incroyable et sans précédent blocus naval, qui va maintenant être levé, peuvent commencer à rentrer chez eux. Saluez vos épouses, vos maris, vos parents et vos familles de ma part, votre président préféré. Le matériau enrichi, qu'on appelle parfois poussière nucléaire, est enfoui profondément sous terre, sous des montagnes presque effondrées à cause de notre attaque au bombardier B-2 il y a 11 mois. Les États-Unis vont le déterrer, c'est convenu, car c'est le seul pays, avec la Chine, qui dispose de la capacité technique pour le faire.
L'opération se fera en étroite coordination avec la République islamique d'Iran ainsi qu'avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, et le tout sera détruit. Ça n'a aucun sens, mais c'est ce qui est écrit. Aucun transfert d'argent n'aura lieu jusqu'à nouvel ordre. D'autres points, beaucoup moins importants, ont été approuvés. Je vais maintenant me rendre dans la salle de crise pour prendre une décision finale. Merci de votre attention à ce sujet. Président Donald J. Trump. Il y a tellement de choses qui ne vont pas là-dedans. Et qui a écrit ça pour lui? Je veux dire, un mélange du département de la Défense, du département d'État, des sbires de Trump. Franchement, qui a pondu cette saleté pour lui? Stephen Miller. Je ne sais pas si c'est Miller. Il y a cette femme, une jeune femme, dans la vingtaine. Je ne serais pas surpris que ce soit elle qui écrive. On lui dit quoi écrire, et elle le fait. Prenons l'exemple des mines. Les États-Unis n'en ont pas fait exploser beaucoup, d'accord. Mais selon les propres estimations du département de la Défense, il faudra 6 mois pour les nettoyer. 6 mois, d'accord? Et ça, c'est en supposant qu'il n'y ait aucune menace venant d'Iran. L'Iran ne va pas laisser les États-Unis venir, soi-disant, creuser la poussière nucléaire. Ça n'arrivera pas. S'il y avait un seul Iranien qui acceptait ça, il y aurait un coup d'État. Donc voilà la situation. Et l'Iran on verra bien ce qui sera réellement décidé dans la salle de crise. Les choses que Trump qualifie de secondaires, soi-disant moins importantes, en réalité, ce sont elles les points essentiels. Oui. Colonel, je pense vraiment que Stephen Miller joue un rôle très important dans l'administration Trump. Ah, moi aussi. Avec Jared Kushner, ce sont 2 personnages clés. L'un fait partie de l'administration, l'autre, Jared Kushner, n'en fait même pas partie. Mais il a quand même une influence énorme. Voici ce que Stephen Miller a dit à propos de la situation au Moyen-Orient. Il a dit ça quand? C'est le président Trump qui va prendre cette décision, et lui seul. Il est directement, personnellement impliqué dans les négociations et il veille à ce que les résultats soient à la hauteur de ses exigences. Comme vous l'avez rappelé, l'Iran a fait des concessions importantes, concrètes et spectaculaires aux États-Unis. Des concessions qui auraient été impensables il y a encore peu de temps à cause de la défaite militaire qu'ils ont subie et de l'embargo qui continue d'étouffer leur économie. Mais il faut bien comprendre une chose, et c'est essentiel. Il faut comparer la situation actuelle à celle du point de départ. Quand Obama a signé l'accord nucléaire avec l'Iran, le fameux JCPOA, l'Iran était sur une voie toute tracée vers l'arme nucléaire. Il allait devenir la puissance dominante de la région, le pays le plus riche et le plus menaçant militairement de tout le Moyen-Orient, capable de lancer des missiles balistiques puis nucléaires vers l'Europe et à terme vers les États-Unis. Aujourd'hui, grâce au président Trump, leur économie a été démantelée. Leur programme nucléaire, dans le cadre de l'opération Midnight Hammer, a été anéanti. Toute leur base industrielle de défense a été éradiquée. Leur marine repose au fond de la mer, leur armée de l'air aussi, et toute leur classe dirigeante a été décapitée. C'est la défaite militaire la plus complète, la plus totale, la plus écrasante de toute l'histoire des conflits armés. En 4 semaines, un pays a été ravagé à ce point, à ce niveau-là. Et maintenant, nous en sommes là, à la fin de tout ça, avec l'Iran qui met sur la table une réouverture complète du détroit, comme cela a été évoqué, ainsi que beaucoup d'autres concessions qui seront révélées dans les semaines à venir. Mais encore une fois, il n'y a pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord. Rien n'est définitif tant que ce n'est pas définitif. Et le président Trump a été clair. Il se réserve le droit, maintenant ou à tout moment dans l'avenir, de faire tout ce qui est nécessaire pour défendre et protéger la sécurité nationale des États-Unis.
Permettez-moi de faire quelques remarques administratives avant qu'on entre dans le vif du sujet. Regardez sous son nom. Il est indiqué « Directeur adjoint de cabinet chargé des politiques ». J'ai été très proche de 4 administrations présidentielles et intimement impliqué dans 2 d'entre elles. Jamais, dans toute l'histoire des administrations américaines, un adjoint, je le souligne, au chef de cabinet n'a eu un pouvoir aussi grand que celui qu'il vient de laisser entendre, ni une telle position pour relayer les mensonges qu'Israël a écrits pour lui et qu'il vient de répéter. Et comment je sais qu'Israël a rédigé la plupart de tout ça? Parce que cela fait déjà 1 à 2 semaines que des éléments en sortent dans Haaretz et dans de petites déclarations de Bibi et d'autres. Stephen Miller est un agent qui travaille à la Maison-Blanche pour Bibi Netanyahou. Bien sûr, on le savait tous depuis le début. Mais le fait qu'il prenne autant d'importance, dès qu'il décide de sortir et de parler comme il l'a fait, c'est une dénaturation totale de tout ce que le système est censé représenter, surtout à la Maison-Blanche. Les chefs de cabinet adjoints sont censés gérer les ministères et les agences équivalentes au sein du gouvernement. L'un d'eux s'occupe d'environ la moitié, peut-être le département d'État, le Trésor et quelques autres. L'autre gère le reste. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils le laissent se comporter comme le porte-parole de Bibi Netanyahou depuis le pupitre du président des États-Unis. Et la plupart de ce qu'il a dit, c'était de la propagande. Très difficile de savoir si quoi que ce soit était vrai, mais on peut dire avec assez de certitude qu'une bonne partie était fausse. Alors, pourquoi est-ce lui qui occupe cette position, celle que le président lui-même, ou la chef de cabinet, si elle en a reçu le mandat, devrait assumer publiquement? Je dirais que ça ne devrait pas venir d'un adjoint, ni d'un principal de l'administration ou du cabinet. Ça devrait être le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense, s'il arrivait à s'exprimer clairement, ou quelqu'un d'autre, habilité au sein du gouvernement, pour parler au nom de l'exécutif. Pourquoi est-ce lui qui parle? C'est ça la grande question administrative. Pourquoi parle-t-il comme s'il était le président des États-Unis? Et en réalité de façon plus claire, mais en mentant, un peu comme le fait le président. C'est un mystère pour moi. Administrativement, c'est un vrai mystère. Qu'est-ce qu'ils font au juste? Oui. Larry, la dernière phrase qu'il a dite, je pense qu'elle est vraiment importante pour les Iraniens. Il a dit que peu importe ce qu'ils obtiennent de ces discussions et de ces négociations, si on peut vraiment appeler ça des négociations, toutes les options sont sur la table. Ça veut dire que les États-Unis peuvent décider d'attaquer à nouveau l'Iran, encore et encore. Tout dépend de la décision du président des États-Unis. C'est ça, tout le concept, et c'est tout le problème pour les Iraniens en ce moment. Ils se demandent, quel est l'intérêt de parler avec les États-Unis si au final, on se retrouve sur le champ de bataille? Autant aller directement sur le champ de bataille. À quoi bon discuter avec les Américains? Quand il s'agit du programme nucléaire, ils disent en gros que ça ne sert à rien. Si on fait partie du TNP, alors on a le droit d'enrichir de l'uranium. Et si c'est ça le problème, eh bien, on peut sortir du TNP. Il y a des gens, beaucoup de gens, qui défendent cette idée en ce moment en Europe. Oui, la construction du récit à laquelle Miller s'est livré pour présenter l'Iran comme tellement désespéré, tellement affaibli, tellement vaincu, qu'il accepterait n'importe quel accord maintenant, que nous, les États-Unis, les aurions écrasés au point qu'ils supplient, qu'ils mendient un accord, eh bien c'est tout simplement faux. En réalité, c'est l'inverse. Ce sont les États-Unis qui supplient pour obtenir un accord. Je ne veux pas faire de la pub croisée, mais Danny Davis a reçu récemment un géologue, un expert du pétrole, qui s'appelle Art Behrman. Il a fait une interview d'1 heure avec lui l'autre jour, et je recommande vraiment aux gens d'aller la regarder, parce qu'il y explique très bien ce qui se passe réellement sur le marché du pétrole.
Et pourtant, tu vois, hier encore, Donald Trump affirmait « Ah oui, les États-Unis, on est les plus grands pour le pétrole et tout le reste. » Et Berman avait une super métaphore. Il disait, imaginons que le pétrole, c'est comme l'alcool. Alors qu'est-ce que vous voulez boire? Vous voulez juste prendre quelques bières ou un peu de vin, ou bien vous voulez vraiment vous enivrer? Si vous voulez vous enivrer, sortez le Jack Daniels, 100 degrés. Il expliquait que le pétrole américain, en réalité, c'est l'équivalent d'une bière légère ou d'un vin. Ce n'est plus vraiment le type de pétrole dont on a besoin aujourd'hui pour produire du diesel. Et le diesel, lui, est importé. Donc les États-Unis importent en fait 10% de leur pétrole. Tout ça, je ne le savais pas, mais lui, il avait les chiffres. Ce qu'il veut dire, c'est que les conséquences économiques de cette fermeture du pétrole venant du Golfe Persique, comme le savent les vrais experts, sont en train de s'accumuler encore et encore. Et quand tout ça va nous exploser à la figure, quand l'impact final arrivera, ce sera dévastateur. C'est ça, au fond, qui pousse les gens de l'équipe Trump. Il faut absolument conclure un accord avec l'Iran. Mais ce que Stephen Miller a dit, en laissant entendre une domination totale des États-Unis, c'est dangereux. Ce que je ne sais pas, c'est s'il croit vraiment à ses propres conneries. Oui, Ou bien, est-ce qu'il dit ça juste pour la communication, tu vois, pour la partie diplomatie publique, mais qu'au fond, il sait très bien dans quelle galère ils sont. Ça, je ne sais pas. et c'est bien plus dangereux, Nima, s'il y croit vraiment. Beaucoup plus dangereux, à mon avis. Oui. Larry, comment voyez-vous? Colonel, comment voyez-vous le rôle du Pakistan dans ce qui se passe en ce moment? Le Pakistan discute avec les Iraniens, avec les Américains, se rend en Chine, se coordonne avec la Chine. Et on sait qu'ils entretiennent de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite dans la région, ainsi qu'avec la Turquie. À mon avis, c'est un pays clé en ce moment. That's a key country right now, in my opinion. Right. I just read, we talked about it a little bit before we went Oui. on the air, but I just read... Je viens de lire, on en a un peu parlé avant d'entrer en direct, mais je viens de lire une analyse plutôt solide, je trouve, faite par des gens qui avaient reçu des informations, disons, de membres de la CIA prêts à parler. Et j'ai été sidéré par les procédures qu'ils ont décrites, celles qui se sont déroulées ces dernières années depuis qu'ils ont évincé Imran Khan, et parce que ça impliquait. C'est typique du fonctionnement pakistanais. Mais en même temps, pas tout à fait. Quand ils l'ont renversé, ils ont placé des individus à la tête de l'ISI et de l'armée pakistanaise, certains, comme souvent, avec des fonctions qui se chevauchent un peu, et ils ont mis à la place de Khan quelqu'un qui n'est qu'un exécutant. Et ce qui se passe en ce moment, d'après cette analyse, c'est que toutes ces forces hésitent un peu sur la direction à prendre à chaque instant. Par exemple, l'un des éléments qui en est ressorti, c'est que les Chinois se sont vus refuser la poursuite d'un projet sur lequel ils avaient déjà dépensé pas mal d'argent. Le port où ils allaient avoir, disons, pas carte blanche, mais presque. Et c'était une partie très importante de leur stratégie vers l'Ouest. Ce projet a apparemment été bloqué. Ce qui veut dire que, selon les conclusions de cette analyse, le Pakistan se rapprochait à nouveau des États-Unis parce que nous leur avions mis une forte pression pour qu'ils le fassent. Et on a même joué un rôle pour se débarrasser de Khan. C'est ce qu'on m'a dit, et je le crois, et pour installer les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir au Pakistan. Ensuite, on arrive à la deuxième partie de l'analyse, et là on essaie de comprendre de quoi ils parlent quand ils disent « mais ». Et là on revient encore à la Chine, à son influence toujours très forte à Islamabad, pour des raisons évidentes, l'argent et tout le reste. Sans oublier les décisions,
aussi bien du gouvernement civil que de l'armée. Alors, où en sont-ils? À la fin de l'analyse, je me demande, où en sont-ils vraiment dans ces négociations? Je ne sais pas si Larry veut en parler ou pas, mais on a évoqué autre chose avant d'entrer en direct. Et ça semble découler de tout ça, si leur décision, c'est vraiment de s'aligner solidement avec la Chine. Autrement dit, qu'il n'y aura plus de politique étrangère à deux vitesses, ce qu'ils essayaient, d'après cette analyse, de maintenir jusqu'ici. Vous voyez, un petit peu pour les États-Unis, un petit peu pour la Chine. Laissez chacun croire que tout, ou presque tout, va dans son sens, et rien à l'autre, et inversement. Eh bien, c'est un jeu dangereux, vraiment très dangereux, surtout avec cette administration. Certaines choses qu'on a attribuées à Marco Rubio à propos de ce qui se dit dans les canaux internes laissent entendre que le département d'État, au moins, était conscient de l'ambivalence qui règne en ce moment à Islamabad. Mais la question que je me posais, c'était qu'est-ce que ça veut dire « bon sang » dans le cadre de ces négociations? Est-ce que ça veut dire, comme l'analyse le suggérait aussi, que Rubio avait conclu que les Pakistanais étaient duplicités et qu'il n'allait plus leur accorder la moindre attention? Ou est-ce que c'est Trump qui l'a dit? Est-ce que ça veut dire qu'on ne leur fait plus du tout confiance? Et alors, pourquoi on les laisse jouer les intermédiaires, comme si on leur faisait confiance? Tout ça ramène à une seule conclusion. À mon avis, cette diplomatie est une farce, une vraie farce. Que ce soit en envoyant promener Oman ou en passant par le Pakistan, c'est pareil. On ne fait pas de diplomatie. Tout ce qu'on fait, c'est essayer de donner l'impression qu'on gagne une guerre, qu'en réalité, on est en train de perdre. Et ça devient de plus en plus difficile à faire croire. Oui. Je voudrais simplement souligner qu'après cet incident, après que l'Iran a tiré, donc ça s'est passé, je crois, tôt jeudi matin, heure iranienne, ce qui faisait mercredi soir pour moi, eh bien, après ce tir de missile sur la base américaine au Koweït, on m'a dit que le Conseil suprême de sécurité nationale s'est réuni et a défini une nouvelle politique. C'était plus tard dans la journée de jeudi. Le président Raisi a eu une conversation d'1 heure et 47 minutes avec le premier ministre pakistanais Sharif. Et dans cette conversation, je ne suis pas vraiment autorisé à tout révéler. Il a été question de la politique que l'Iran entend adopter à l'avenir concernant les armes nucléaires et le monde nucléaire en général. Plus tard dans la journée, donc hier, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, a transmis tout cela à Marco Rubio. Et encore une fois, sans entrer dans les détails pour l'instant, parce que la source a demandé de ne pas tout divulguer, disons que c'est le genre d'information qui, en l'apprenant, aurait pu faire perdre son sang-froid à Marco Rubio. D'accord? Il aurait pu littéralement en perdre le contrôle, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça prouverait une seule chose, la conclusion de cette analyse. Marco Rubio ne fait pas plus confiance aux Pakistanais qu'il ne peut cracher loin. Oui. C'est pour ça que la Maison-Blanche, jusqu'à ce dernier tweet dont on parlait tout à l'heure, ou cette publication de Trump sur Truth Social, est restée étrangement silencieuse pendant environ 24 heures, à cause du sérieux de ce message. Oui. Maintenant, l'idée avancée par Stephen Miller, selon laquelle l'Iran serait dans une situation économique désespérée, intenable, est tout simplement fausse. Et je dirais même que l'Iran a aujourd'hui de meilleures perspectives économiques qu'il y a 3 mois, avant le début de cette guerre. Par exemple, son commerce avec la Russie et la Chine a augmenté, il ne s'est pas réduit. Il y a plus d'argent qui rentre, parce que le prix du pétrole a augmenté. Et l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le 28 février, a vraiment poussé la Chine et la Russie à se dire « Bon, il faut qu'on renforce notre soutien à l'Iran au-delà de ce qu'on faisait jusque-là. » Alors vous savez,
Trump essaie de comprendre. Enfin, je ne suis pas sûr que Trump en soit vraiment conscient, mais les gens autour de lui se demandent comment diable on sort de ce bourbier. Parce qu'en ce moment, on est coincé. On n'a pas de bonnes options militaires, malgré tout le battage qu'on fait. Oui. Colonel, je pense que, quand on parle du conflit au Moyen-Orient, de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, les commentaires les plus importants viennent d'Israël, surtout de Benjamin Netanyahou. Il a dit qu'il fallait achever la mission en Iran, d'une manière qui constitue une solution finale. Une solution finale. Oui. Pas une très bonne façon de s'exprimer d'ailleurs. Mais il fait très attention à ce qu'il dit. Donc quand il sort une phrase comme ça, méfiez-vous. Je veux dire, il n'emploie pas ces mots à la légère. Parfois, il les utilise pour ce qu'on pourrait appeler un effet dissuasif, mais parfois, il pense vraiment ce qu'il dit. Et ce qu'il fait au Liban en ce moment, c'est inacceptable. Ça commence à ressembler à un autre Gaza. Ce matin, Haaretz a parlé, pas encore de génocide, mais de nettoyage ethnique. C'est un terme assez fort venant d'eux. Et je pense qu'ils ont raison. Jusqu'où compte-t-il aller? Est-ce qu'il va s'arrêter, comme en 1982, parce que l'autre camp est en train de le mettre en difficulté? Peut-être. Je n'en sais rien. Mais s'il ne s'arrête pas, jusqu'où ira-t-il? Jusqu'où va-t-il aller s'il lui reste encore un peu de pouvoir? Et qu'est-ce que ça veut dire s'il se concentre sur, admettons que Trump décide de repartir en guerre contre l'Iran? L'Iran. Est-ce qu'il déplace toutes ses forces, ou du moins celles qui seraient nécessaires, surtout l'armée de l'air israélienne? Est-ce qu'il les envoie rejoindre Trump pour 1 ou 2 semaines de bombardements repris contre l'Iran? Ou bien est-ce qu'il continue ce qu'il fait au Liban? Sans l'armée de l'air, il est assez limité parce que c'est vraiment la seule chose qui le protège d'une domination totale du Hezbollah face à ses chars et aux autres éléments de ses forces terrestres qui se font battre, bataille après bataille, incident après incident, devrais-je dire. Je ne sais pas trop où on va, vu les différents fronts dans lesquels il est engagé. Ce matin, Haaretz disait qu'il en est à 51 maintenant. Je pense que c'est ça l'hypothèse. Donc, il aurait la majorité si les élections avaient lieu maintenant. Et on parle d'autres personnes que Naftali Bennett, Lapid ou d'autres qui étaient, disons, dans la course, Gantz, Benny Gantz peut-être. On évoque maintenant d'autres figures, de possibles concurrents de Netanyahou, ce qui veut dire que la scène politique israélienne commence un peu à bouger. Qu'est-ce que tout ça signifie par rapport à ce que vous venez de dire? Souvenez-vous, quand je citais ce qu'il avait dit en hébreu, devant ses proches, Ben Gvir, Smotrich et d'autres, quand il a dit qu'ils allaient avoir une surprise à laquelle ils ne s'attendaient pas. Cette phrase-là, et celle sur la solution finale, traduisent en quelque sorte la même idée. Larry, voici ce que Jonathan Pollard a dit à propos de l'usage de l'arme nucléaire. Voilà ce qu'il a dit. En Occident, les armes nucléaires, qu'elles soient tactiques, stratégiques, à impulsion électromagnétique, peu importe, sont considérées comme un dernier recours. Et même dans ce cas, on parle d'une utilisation très prudente, selon ce qu'on appelle l'échelle d'escalade. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Si on doit lancer des armes nucléaires, je n'ai aucun problème à le faire tout de suite. De manière responsable, bien sûr, mais immédiatement. Et l'un des arguments que je défends, c'est l'emploi d'une ou de plusieurs armes à impulsion électromagnétique contre l'Iran. Pourquoi attendre de se faire frapper? Non. Comment peut-on utiliser une arme nucléaire au départ de manière responsable? Oui. C'est la question du jour. Franchement, regardez Pollard. On dirait Jabba le Hutt avec une barbe, d'accord?
Je veux dire, c'est vraiment un être humain sans scrupules, méprisable. Et tu vois, il a parlé avec désinvolture de l'usage d'une arme nucléaire. Mais dans quel but? Pourquoi faire? Faire exploser une bombe quelque part, ça ne sert à rien. Israël, même avec tout son arsenal nucléaire, n'a pas la capacité d'effacer l'Iran de la surface de la Terre. Et l'Iran a été très clair. Toute attaque de ce genre serait suivie d'une riposte massive. Donc non, ce n'est pas une recette pour la paix. C'est une recette pour une destruction totale. Et très probablement, le résultat serait la destruction complète d'Israël. Alors oui, certains diraient que c'est le seul côté positif. Mais pour en arriver là, on entre dans une dimension d'horreur absolue. Et le fait que quelqu'un comme Pollard puisse en parler avec autant de désinvolture, c'est tout simplement effrayant. C'est une semaine décisive pour ce qui se passe en ce moment à la Maison-Blanche. Ils essayent de faire pression, ils pensent avoir les moyens de pousser Israël ou l'Iran à conclure un accord. Mais l'Iran, lui, observe attentivement ce que fait Israël. Le cessez-le-feu a été rompu. Ce cessez-le-feu reposait sur l'arrêt des attaques au Liban, surtout à Beyrouth. Et là, ils bombardent Beyrouth. L'Iran était très clair. Si vous faites ça, on va commencer à riposter. Donc, à mon avis, il y a de fortes chances que la guerre reprenne et qu'on assiste à une destruction bien plus importante, à la fois pour les Israéliens et pour la présence militaire américaine dans la région. Oui, l'Iran va en souffrir aussi. Je ne veux surtout pas minimiser ça. Mais vous savez, j'ai dû vérifier pour être sûr. Les dynamiques avec les Arabes du Golfe, ce n'est pas un front uni. Franchement, c'est presque comme une émission de télé-réalité où ils sont enfermés dans la même maison et où tout le monde se déteste. Donc, il y a environ 9 ans, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis étaient furieux contre le Qatar, parce que le Qatar entretenait une relation étroite avec la Turquie. Et cet axe Turquie-Qatar apportait aussi un soutien au Hamas ou au Hezbollah. Les Saoudiens et les Émiratis ont alors dit « hors de question qu'on laisse faire ça ». Et le seul pays qui est venu en aide au Qatar, c'était l'Iran. Alors voilà, l'Iran avait réussi à construire une relation plutôt positive. Et puis pendant l'année écoulée, on a vu l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se disputer ouvertement. J'ai donc dit qu'il n'y avait pas de lien commun, pas de véritable solidarité entre les pays du Golfe. Et c'est là que le rôle du Pakistan et de la Chine entre en jeu. Parce que la Chine, surtout avec sa puissance économique, les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis, tous veulent faire des affaires avec elle. La Chine, c'est l'avenir. Les États-Unis, ce n'est plus l'avenir, c'est la Chine. Et à ce titre, elle exerce une influence énorme. Donc à mon avis, il y a ici des dynamiques à l'œuvre qui échappent complètement au contrôle des États-Unis, surtout sur le plan économique. Oui, colonel, Larry a dit que la guerre serait dévastatrice pour l'Iran. Et beaucoup de gens en Iran le savent. Là-bas, on en parle tous les jours, à chaque instant, de la façon dont cette guerre a déjà été dévastatrice pour le pays et de ce qui pourrait arriver si elle continue. Mais pour eux, la vraie question c'est « qu'est-ce qu'on a d'autre ?» Exactement. Et je dirais même que l'argument de Larry mérite d'être encore renforcé. Si la solution finale, pour Benjamin Netanyahou, la solution finale consiste à utiliser l'arme nucléaire, eh bien ça ne servira à rien pour vaincre l'Iran. Au contraire, ça ne fera que les rendre plus déterminés et ça les pousserait à tout lâcher, à tout utiliser contre tout le monde à l'intérieur. Donc d'un point de vue purement pratique, ce n'est pas quelque chose qu'ils devraient envisager. Ils n'en ont pas le pouvoir. Ils pensent l'avoir. Et les gens qui possèdent l'arme nucléaire ont souvent tendance à penser comme ça. Prenez les Nord-Coréens, par exemple.
Ils ont bien un stock d'armes, mais c'est avant tout un moyen de dissuasion. Et ça s'arrête là. S'ils décidaient de lancer toutes ces armes contre la Corée du Sud, ils seraient finalement vaincus. Je n'ai aucun doute là-dessus. La vraie question, c'est de savoir si une telle destruction et une telle humiliation en vaudraient la peine. Parce que dans ce cas, ils disparaîtraient. Il n'y aurait plus aucun débat sur la réunification de la péninsule. Donc pour résumer, les armes nucléaires ne sont pas forcément un atout décisif, sauf si elles sont détenues dans les types, les modèles, les missiles, et avec la capacité de destruction massive de la planète entière, comme celle que possèdent les États-Unis et la Russie. C'est une accumulation d'armes extrêmement dangereuses. De quoi détruire le monde si elles étaient toutes utilisées. Je ne veux surtout pas minimiser la gravité des armes nucléaires, bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel Bibi devrait compter pour tout faire basculer en sa faveur, parce que ça n'arrivera pas. Au contraire, ça ferait de lui un paria encore plus isolé qu'il ne l'est déjà. Quand on regarde ces gens, ceux qui l'entourent, comme Lapid ou Naftali Bennett, et même certains qui essayent de paraître un peu moins radicaux, en réalité, ils sont tous faits du même moule. Le même moule dont sont sortis les nazis, le même dont est sorti Hitler. Désolé, mais c'est la vérité. Et si vous regardez ce qu'ils font, et ce que nous les aidons à faire au regard du droit international, qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, rien que nos attaques en haute mer, qui ont déjà tué plus de 200 personnes, d'après ce que j'ai compris, sans aucune procédure légale, ont détruit le droit international. On a tué ce que nous avions mis en place après la Seconde Guerre mondiale, avec des intentions plutôt bonnes à l'époque. On l'a tué. Il n'existe plus. Jusqu'où veut-on aller pour dégrader encore un peu plus le monde? Et je n'ai même pas encore commencé à parler de Zelensky, de ce qu'il fait en Ukraine et de ce que les Russes ont menacé de faire en réponse. On est face à un conflit qui pourrait se propager comme une traînée de poudre, très vite. Et comme Larry vient de le dire, le vrai pouvoir, il est de l'autre côté. Oui. Larry, est-ce que tu vois le problème dont je parle comme étant aux États-Unis, ou plutôt à l'extérieur, en Israël? Le problème avec Donald Trump, c'est qu'il est désespéré. Il veut sortir de cette guerre. Mais quel serait le principal obstacle? Cet obstacle, il est aux États-Unis. Je parle des gens qui soutiennent Israël. Ou bien est-ce qu'Israël lui-même est le principal obstacle? Avant que tu partes, Larry, laisse-moi te dire une chose. Et je ne le dis que parce que Josh Paul vient de m'envoyer le dernier article. Il a lancé un pacte anti-AIPAC et il vient de m'envoyer la dernière analyse qu'ils ont faite sur cette manœuvre au Congrès dans le cadre du NDAA, juste pour te montrer à quel point on n'a pas encore rompu cette relation. Le Congrès avance, dans le budget de la défense pour 2027, pour dissimuler toutes les ventes d'armes à Israël. Ils veulent les retirer du processus du département d'État, les sortir de la politique étrangère et les placer directement sous le contrôle du département de la Défense, sans aucune supervision. Je le sais parce que Rumsfeld avait déjà essayé de faire ça, mais à plus petite échelle. Et ça montre bien qu'on reste lié à Israël totalement sur toute la ligne. Ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune transparence sur les ventes d'armes. On va se retrouver dans une relation unique comme on n'en a jamais eu avec aucun autre pays en matière d'armement. En clair, Lockheed Martin travaillera pour Israël et Israël pour Lockheed Martin et ainsi de suite. Oui, exactement comme il l'a dit. Oui, enfin regardez, la principale pression sur Trump vient des sionistes américains, à la fois juifs et chrétiens. Et ça passe par des gens comme Lindsey Graham ou même Richard Blumenthal au Sénat, du côté de l'argent. Vous avez Miriam Adelson, vous avez Bill Ackman. Donc toute cette pression s'exerce sur Trump et aussi de la part des néoconservateurs. Ils ne lâchent rien. Mais ce à quoi ils se heurtent maintenant,
c'est que le masque, AIPAC, est tombé. Avant, si vous essayez de dire, comme John Mearsheimer et Stephen Walt l'ont fait dans leur livre, que AIPAC exerçait une influence énorme, on vous attaquait pour vous marginaliser. On disait « Non, c'est faux, c'est une théorie du complot ». Eh bien, toute cette idée de théorie du complot s'est effondrée avec ce qui est arrivé à Thomas Massie. Ils n'ont même pas essayé de le cacher. Ils ont tenté et ils se sont fait prendre. Donc ce revirement contre Israël, surtout chez les moins de 50 ans, mais je dirais même chez des gens de la génération du colonel Wilkerson et de la mienne, on est de plus en plus nombreux à dire que cette relation est toxique et qu'elle doit cesser. Alors oui, Israël va continuer, pour l'instant, à remporter quelques victoires à la Pyrrhus. Mais je pense que la tendance, c'est que les États-Unis vont se retrouver dans une position où ils ne seront plus engagés dans la défense totale d'Israël. Et Israël va se retrouver, je me demande combien de temps il pourra tenir sous la pression qu'il subit, parce qu'il n'a pas des ressources militaires illimitées. Et donc, ils peuvent bombarder le Liban sans relâche. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Le Hezbollah les frappe tous les jours avec ses drones. Israël a déjà subi des pertes. Ils cachent leurs victimes, ils minimisent le nombre de morts et de blessés. Mais même les chiffres rendus publics dépassent déjà ceux des blessés lors de l'invasion du sud du Liban en 2006. Donc ils subissent déjà plus de pertes sur ce front. Ils essayent de calmer le jeu, de faire croire qu'il n'y a qu'une vingtaine de soldats tués au combat. C'est faux. Le nombre d'attaques de drones est énorme. On les voit encore et encore, frapper l'arrière des véhicules, toucher des chars. Ils ont même détruit un dôme de fer l'autre jour. Alors, Oui, enfin, ça en est la preuve. Israël ne peut pas supporter ce genre de pertes. C'est un pays trop petit et il n'a pas la base économique pour le faire. C'est bien celle où on voit les gars courir partout. Oui, ils s'enfuient, ils sautent par l'arrière et il y en a au moins 2 qui sont restés coincés à l'intérieur, 2 ou plus. Donc vous voyez, Israël n'a jamais été confronté à une situation pareille et visiblement, ils n'ont tiré aucune leçon de la guerre en Ukraine. Vous savez, il se peut qu'il n'y ait plus d'État d'Israël tel qu'on le connaît aujourd'hui, plus rien à partager, à défendre ou à qui vendre des armes. Oui, oui. Colonel, hier, l'un des commandants israéliens a dit que quand toute cette histoire de drones a commencé, il pensait que c'était un problème technique pour Israël. Aujourd'hui, avec l'usage des drones et la façon dont ils les utilisent contre les systèmes de défense aérienne, les systèmes de communication, les soldats, c'est en train de devenir un problème stratégique pour Israël. Parce qu'à ce stade, ils n'ont pas de solution à ça. Vous savez, c'est pour ça qu'on m'a dit, je ne dirais pas que c'est stratégique, mais ça a des implications stratégiques et surtout des raisons opérationnelles et tactiques, qu'il a dit, allez-y, ne vous arrêtez pas à la prochaine rivière, ne vous arrêtez pas à Beyrouth, allez-y, continuez jusqu'à les avoir tous délogés, mais ça, vous n'y arriverez pas. Parce que quand on avance comme ça, avec pour mission de tous les éradiquer, eh bien, ils se replient derrière vous. Ils contournent vos flancs, se glissent derrière vous et vous refont le coup par l'arrière. C'est intenable. Et ça va finir comme en 82, quand on a dû intervenir pour les sortir de là et qu'on s'est retrouvé dans un vrai bourbier. Le cuirassé New Jersey, dans l'est de la Méditerranée, balançait des obus de 16 pouces dans les collines. C'était absurde, complètement idiot. Mais on a créé cette situation pour Israël parce qu'il a fallu leur sauver la mise.
Et rappelons qu'à la suite de cette intervention, l'ambassade des États-Unis à Beyrouth a été détruite dans un attentat. Et ensuite, les marines, ce qu'on appelle la caserne des marines, l'endroit où étaient stationnés les marines américains et français, a été durement touché. 241 marines tuées. Donc oui, c'est... Et quand Reagan a accepté ça, apparemment, on m'a dit que Cap Weinberger était furieux. Il n'avait pas été consulté. Un marine m'a dit que ce jour-là, 243 marines, je crois, et 2 infirmiers de la Navy. Ce jour-là, c'était l'équivalent des 4 premières heures à Tarawa. Autant dire, un taux de perte énorme. Larry, today I talked with Ambassador Chas Freeman. You were talking about Larry, how Israel aujourd'hui j'ai parlé avec l'ambassadeur Chas Freeman. Tu évoquais la façon dont Israël essaie de voir la région dans son ensemble. Et à propos de cet homme, l'espion israélien né aux États-Unis, Jonathan Pollard, il a dit que la question en ce moment pour les Israéliens, c'est la prochaine étape du combat, celle contre la Turquie. Et cet homme, comme l'a souligné l'ambassadeur Chas Freeman, représente la majorité du peuple israélien. C'est pour ça qu'il faut écouter ces gens, comprendre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent et comment ils perçoivent la situation. Et voici ce qu'il a dit. how they see the situation. And here is what he said. We don't think geostrategically. Nous ne pensons pas de façon géostratégique. Oubliez Jolani, oubliez Donald Trump. Ce qui m'inquiète avant tout, c'est le sort de nos frères druzes de l'autre côté de la frontière. Mais ensuite, si Jolani et ses islamistes reprennent vraiment cette zone, on aura les Turcs juste à notre frontière. Et ça finira par arriver. Oui, ça finira par arriver, et je ne suis pas sûr qu'on s'en sorte aussi facilement avec les Turcs qu'avec les Iraniens. Je suis de près la doctrine militaire turque, et la tempête approche au Moyen-Orient. Military doctrine and The strongest army in the Middle East. the storm is coming. Yes, of course. La tempête arrive, oui bien sûr. Et ils sont membres de l'OTAN. Et pire encore, ils sont membres de l'OTAN. Donc je considère l'Iran comme un problème qu'on doit absolument régler. Et je vais expliquer ce que je veux dire par là. Gaza, c'est pareil. Et le Hezbollah aussi. Pourquoi? Pourquoi je suis focalisé là-dessus maintenant? Parce qu'il faut qu'on soit prêt pour la prochaine guerre qui sera probablement contre la Turquie et l'Égypte. J'espère que non. Moi aussi. Mais, vous savez, l'espoir, c'était le dernier démon sorti de la boîte de Pandore. Et ce n'est pas un hasard. Pandora's box, and there's a reason for that. In Israel, to be a En Israël, pour faire le donneur de leçons comme ça, faut forcément être un gros bonhomme. Ouais, jabalut, avec une barbe. Ouais, avec une barbe. yeah, with a Non, je veux dire, c'est un niveau de folie qu'il est difficile de décrire avec des mots. On est là, on regarde ça, et on se dit, bon, c'est juste une aberration. Malheureusement, non. Et le fait qu'il puisse penser qu'Israël pourrait mener une guerre contre la Turquie. Enfin, l'armée turque, c'est quand même la deuxième plus grande armée de l'OTAN. Je dis ça de jure parce qu'en pratique, c'était l'Ukraine. L'Ukraine avait la deuxième plus grande armée, mais elle n'était pas membre officiel de l'OTAN. Mais les Turcs, eux, contrairement aux forces de défense israéliennes, les Turcs sont vraiment compétents. Ils ont une armée professionnelle. Les Israéliens, eux, n'ont pas une armée professionnelle. The Israelis do not have a professional army. They are largely a reservist group and C'est en grande partie un groupe de réservistes. Et l'absence de leadership, l'absence d'un commandement et d'un contrôle efficace, le manque d'entraînement, tout ça fait qu'ils ressemblent davantage à une bande de voyous en maraude. Et ça se voit clairement dans leur manière d'agir sur le terrain. Donc, quand lui s'assoit là, et je ne pense pas qu'il soit un cas isolé, c'est un rappel pour tout le monde que même si Bibi Netanyahou part, la menace que représente Israël pour la région reste bien là. Et elle restera tant que les sionistes seront au pouvoir. C'est pour ça que vous savez, ce que l'Iran réclame, c'est la destruction de cette version d'Israël.
une version sioniste d'Israël, qui est un État fondé sur la suprématie ethnique. Et c'est un peu dans la même logique que l'Allemagne nazie. Parce que vous savez, quand les nazis ont adopté les lois de Nuremberg, ces lois servaient essentiellement à identifier et à punir un groupe de personnes en fonction de leur identité génétique. Et Israël, d'une certaine manière, s'engage dans un phénomène similaire. Il le dissimule un peu en disant « tant que vous êtes, entre guillemets, juif ». Mais même si vous êtes né juif et que vous vous convertissez au christianisme, vous êtes exclu. Encore une fois, c'est cette idée d'identité ethnique qui récompense certains groupes et en punit d'autres. Et tant que cela existera, ce sera un poison pour la paix dans le monde. Oui. Hier, dans un podcast, Nima, j'ai dit à mon intervieweur que la Turquie pourrait entrer en jeu si Netanyahou allait trop au nord. Et là, j'ai vu des regards de totale incrédulité. Tu ne penses pas que ça pourrait vraiment arriver, si? J'ai répondu non seulement je pense que ça pourrait arriver, mais si j'étais l'Égypte, je les frapperais par l'arrière. Je me coordonnerais avec Ankara et je les frapperais par l'arrière. Et je demanderais à Bagdad s'ils veulent se joindre à l'opération. Parce que jamais cet État d'Israël, aussi corrompu et comme Larry l'a bien décrit, aussi malsain qu'il soit, n'a été aussi vulnérable. Et si on veut s'en débarrasser, et s'en débarrasser de façon décisive, ce serait le moyen parfait de le faire. Mais forcément, ça ne veut pas dire que Benjamin Netanyahou voit les choses de la même façon pour Israël. Lui, il dit, Israël n'est plus seulement une puissance régionale, c'est déjà une puissance mondiale. Je ne sais pas vraiment dans quel sens il le ressent. Dans le sens où il est bien installé au cœur d'un empire en déclin, mais ça reste un empire. C'est pour ça qu'il peut se sentir comme ça. C'est pour ça qu'il peut dire ce genre de choses. Et je pense qu'il a été assez malin avant qu'on soit vraiment plongé jusqu'au cou dans cette dernière phase du conflit pour aller faire le tour d'autres capitales, voir s'il pourrait changer de camp le moment venu, quand l'empire de l'autre côté s'effondrerait si vite qu'il ne voudrait plus en faire partie. Cet homme n'est pas idiot. Il n'est pas idiot. Si on regarde ses voyages à travers le monde à des moments critiques, on voit bien qu'il allait dans ces pays soi-disant pour chercher de l'aide dans ses difficultés du moment, mais en réalité, il cherchait aussi de nouveaux terrains, de nouveaux appuis, de nouveaux grands protecteurs, parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. Ils ont un l'ambition de devenir un jour le nouvel empire mondial et que tant pis soit juif. Mais je pense que ça, c'est encore très loin, même si c'était possible. Et il va avoir besoin de beaucoup d'aide en chemin. Il est d'ailleurs très malin pour chercher de nouveaux soutiens, tout comme Mohammed Ben Salman à Riyad. Toute cette région doit soit changer en profondeur et devenir plus ou moins autonome, c'est-à-dire se débarrasser des potentats et laisser les gens commencer à avoir leur mot à dire sur leur gouvernement, soit trouver un nouveau protecteur pour les défendre dans leur configuration actuelle. Parce que nous, c'est fini. Oui, c'est fini. Larry, qu'est-ce que les pays du Golfe peuvent faire de plus? Parce qu'en ce moment, ils souffrent énormément. Ils ne savent plus quoi faire. Même ce pays qu'on appelle Oman, qui n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest. Donald Trump a dit hier qu'il allait les bombarder. Et imagine un peu l'Arabie Saoudite, le Qatar et les autres pays de la région qui ont désespérément besoin que ce commerce s'ouvre à nouveau. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Et ça ne semble pas près de changer. Eh bien, la référence que j'ai faite à cet Haberman tout à l'heure,
Il y a un autre point qu'il a soulevé que je n'avais jamais entendu, mais je ne pense pas qu'il ait inventé ça. C'est qu'il existe des sociétés qui analysent ce qui se passe réellement avec le pétrole. Et même si le détroit d'Ormuz rouvrait aujourd'hui et que tout recommençait à circuler, 700 000 barils de pétrole ne seraient plus disponibles. Les dégâts subis par les puits rendent pratiquement impossible toute récupération à court terme. Donc, le monde va devoir faire face à une perte importante d'une part essentielle de l'approvisionnement en pétrole, indispensable notamment pour le diesel. Voilà le problème. Il n'y a pas d'unité au sein du Conseil de coopération du Golfe. Sur le papier, oui, mais dans la réalité, non. Alors, quelles sont leurs options? C'est là que l'Arabie saoudite et le Qatar semblent agir de concert, ou du moins, leur point commun, c'est la Chine. Ils refusent aux États-Unis l'usage de leurs installations militaires. On m'a dit que le Qatar a informé Washington qu'il fallait en gros fermer la base d'Al-Udeid d'ici 9 mois. Si c'est vrai, on se dirige vers une situation où ce serait une perte énorme pour les États-Unis, parce que cette base est le centre des opérations militaires américaines dans le Golfe Persique depuis au moins 25 ans. Wow. Et c'est là que se trouvait le Centre combiné des opérations aériennes, le CAOC. Et on a des éléments récents qui montrent que les Saoudiens ont effectivement imposé certaines limites aux opérations de ravitaillement en vol américaines sur leur territoire. Alors, si tout ça est vrai, si les Saoudiens et les Qataris ont décidé que finalement l'avenir ne se joue plus avec les États-Unis, mais avec la Chine et le Pakistan, eh bien, il faut remarquer que la coopération sécuritaire entre le Pakistan et l'Arabie saoudite s'est renforcée au cours des 3 dernières semaines. Et on m'a dit que l'une des garanties données par les Pakistanais, c'est qu'il y aurait désormais un parapluie nucléaire au-dessus de l'Arabie saoudite grâce au Pakistan. Larry, colonel, je ne serais pas surpris qu'on voit une sorte d'alliance ou de partenariat se former entre certains pays du Moyen-Orient. Je parle de l'Iran, du Pakistan et de la Turquie. Et comme le Pakistan protège l'Arabie saoudite en ferait partie aussi. Le Qatar, bien sûr, en ferait partie également. Tout ça tourne autour du comportement d'Israël, parce qu'ils doivent réagir. Ils ne peuvent pas continuer avec cette folie qui se déroule en Asie de l'Ouest. Et tout le monde subit les conséquences de cette guerre. Ce n'est pas seulement une affaire entre l'Iran et les pays du CCG. Je pense que des dirigeants comme Erdogan et sans doute d'autres pensaient que les États-Unis finiraient par retrouver la raison, qu'on verrait venir de Washington de meilleures politiques, de meilleures décisions. Aujourd'hui, ils sont convaincus que non seulement ce changement n'arrivera pas, mais que la situation va empirer. Donc oui, tu as raison, ils doivent commencer à réfléchir sérieusement. Et ça me ramène à une autre époque, en partie avant 1914 par exemple. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de l'histoire des empires. Des traités secrets sont conclus, des clauses sont décidées en cachette, et personne n'en sait rien, sauf parfois les services de renseignement qui les découvrent ou pas. Parfois, ils leur donnent plus d'importance qu'ils n'en ont vraiment, et parfois l'inverse. Nous entrons, je pense, dans une période un peu comme ça. Une période marquée par cette grande lutte entre la puissance de l'Est qui prend le dessus et celle de l'Ouest qui s'efface peu à peu. Il y aura sans doute à nouveau des codicilles, des traités de ce genre, dont on ne saura rien avant que, pour ainsi dire, les bombes commencent à tomber. Et vous décrivez justement certains de ceux qui pourraient en découler. Ce qui est particulier, enfin pas vraiment unique, mais dangereux, avec ce type de traités et d'accords secrets, c'est qu'ils sont souvent conclus avec 2 puissances différentes ou dans 2 directions politiques opposées et qu'on décide au dernier moment lequel on va respecter.
to decide at the last minute which one you're going to honor. That makes it even more complicated for people to sort. Ça rend les choses encore plus compliquées pour les gens. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des situations comme la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on a exactement la même recette sous les yeux. Elle est écrite partout sur le visage de l'Europe, vraiment du pôle Nord jusqu'à l'Antarctique. Et pour certaines puissances, c'est même très clair. Tout le monde va commencer à choisir son camp. Les alliances traditionnelles, c'est du passé. Et pourtant, hier encore, on entendait Bruxelles parler comme si rien n'avait changé. Et ce drone qui est allé jusqu'en Roumanie montre bien qu'on se dirige vers un affrontement avec la Russie et que tout le monde ferait mieux de s'y préparer. Mais enfin, qu'est-ce qui fume? Et le Polonais aussi, qu'est-ce qui fume? Sérieusement, mec, tu ne sais pas où tu es? Tu ne connais pas ton histoire? Eh bien voilà, c'est le résultat. Larry, comment tu comprends ce drone qui est allé en Roumanie? C'est un drone russe? Non? Et si c'est bien le cas, quel message ça envoie selon toi? Eh bien, je ne pense pas que ce soit une attaque délibérée de la Russie. Si c'est le cas, ça pourrait être une erreur. Ça pourrait aussi être une opération sous faux drapeau, oui, pour faire croire que c'était la Russie. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que la Russie aurait une raison d'attaquer Constanța. Je crois que c'est Constanța, en Roumanie. C'est la zone où l'OTAN construit une grande base. Donc oui, je peux imaginer que la Russie envisage d'attaquer cet endroit. Mais s'ils décident de le faire, ils ne vont pas s'y prendre avec un fichu drone, d'accord? Je veux dire, ils utiliseraient le Kinzhal, l'Iskander, peut-être même le Yars. Autrement dit, ils frapperaient fort et ils le détruiraient. Pour moi, ça ressemble plutôt à une opération sous faux drapeau, parce que tout de suite, le gouvernement roumain a déclaré persona non grata le consul général. Il y avait un consulat russe là-bas. Ils n'ont pas complètement rompu leur relation avec la Russie. L'ambassadeur russe est toujours à Bucarest, mais clairement, c'est une façon délibérée d'attiser les tensions entre l'Europe et la Russie. Ils n'ont pas écouté un seul mot de ce qu'a dit Sergueï Lavrov cette semaine. Et comme on dit, quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. La Roumanie est en train d'emprunter cette voie-là. Et on a un contingent de l'OTAN là-haut, en Finlande, qui s'entraîne en ce moment dans une zone où l'armée russe s'est fait avaler. Ouais, c'est juste que, je sais pas. À chaque fois que j'écoute le secrétaire général de l'OTAN, je me dis, mon Dieu, j'aimerais bien que Jens Stoltenberg revienne. Et pourtant, oui, il était tout aussi mauvais. Ouais. Colonel, aujourd'hui, Sergueï Shoigu, lors du Forum international sur la sécurité, a confirmé l'avertissement adressé aux ambassadeurs de quitter Kiev. Il semble que quelque chose d'important soit sur le point de se produire à Kiev, parce qu'il y a eu un appel téléphonique entre Lavrov et Rubio. Il a prévenu Marco Rubio, et Shoigu ne fait que répéter le même message. Et du côté ukrainien, on a reçu un rapport indiquant que, peut-être, quelque chose de majeur pourrait se passer en Ukraine. Je pense qu'il s'agit d'une opération d'évacuation de non-combattants à la russe. En clair, leur message, c'est « Vous feriez mieux d'obéir, sinon vous risquez d'y passer. » Et je crois qu'ils sont sérieux. Oui, vraiment sérieux. On m'a dit que leur cible serait probablement cette cellule dont nous faisons partie, leur cible principale, celle qui fournit le renseignement ou qui aide sur les aspects techniques des frappes en profondeur en Russie, avec les Storm Shadow et tout ça. Ils savent où elles se trouvent. Je pense même qu'ils le savent depuis longtemps. Peut-être qu'ils vont viser d'autres moyens, peut-être seulement en Ukraine, mais d'autres moyens tenus par les Britanniques, par nous, par d'autres. Je suis sûr que les Israéliens sont là aussi. Alors, c'est parti.
we're off to the races. Est-ce que Trump prend vraiment ces messages au sérieux, ces avertissements? I was told that I don't know how to act. On m'a dit, je ne sais pas à quel point c'est exact, mais une personne m'a dit que Rubio était furieux. Et vous savez, qu'est-ce que ça veut dire furieux? Eh bien, ça veut dire qu'il vaut mieux évacuer. Franchement, il faut les prendre au mot, et il vaut mieux évacuer si on veut sauver qui que ce soit. If you want to save any of these people. Yeah, no, it marks a decided shift in the Oui, Russian non. strategy. We haven't actually C'est clairement un tournant dans la stratégie russe. uh, On ne l'a pas encore vu mis en œuvre. Mais quand on regarde l'histoire, la Russie ne fait pas ce genre de menace à la légère. Quand ils disent quelque chose, il faut vraiment écouter ce qu'ils disent. Ils n'ont pas l'habitude de parler pour ne rien dire. I can hear someone like Steve Miller. J'imagine bien quelqu'un comme Steve Miller, quand il sera mis au courant, ou peut-être même Rubio, dire quelque chose comme « Eh bien, vous savez, si on évacue, on aura réagi à la menace. Ils ne nous attaqueront pas vraiment. Eh bien, allez dire ça à leur veuve quand ça arrivera. » Oui, oui. Yeah. Thank you so much. Merci beaucoup, colonel Wilkerson, et merci à vous aussi, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Great pleasure. Au fait, jolie chemise. Merci. You too. Toi aussi. Oui, tu maintiens le niveau de style. Attends une seconde. Wait a minute. Et le mien alors? Tu vois, t'as toujours l'air distingué. Yeah, right. Yeah, we, Vous devriez voir le bas de Moore. all right. Très bien. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Bye-bye. Take care.